Ça devrait être pas si mal. Ok, bon, maintenant on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Je viens pour vous présenter du coup un retour que j'ai fait sur la FlutterCon de Berlin, juste pour voir un petit peu à main levée qui connaît la FlutterCon, qui en a déjà entendu parler. Ok, à peu près la moitié de la salle. Qui est allée? Une personne, très bien. Et ben comme ça, vous allez découvrir des choses ici. Du coup, juste pour faire une rapide présentation, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, la FlutterCon, donc c'est un événement, c'est des conférences donc sur Flutter qui a lieu à Berlin. Donc là, c'était la 2e année où ça avait lieu. Ça démarre en début juillet, donc ça dure sur 3 jours. Et ça a lieu en fait en même temps que la DroidCon. Donc la DroidCon est installée à Berlin depuis des années, je ne sais pas combien, je vous avoue. Mais la FlutterCon a rejoint la DroidCon du coup il y a 2 ans. Et donc en ayant accès à la FlutterCon, on a également accès à la DroidCon, tout a lieu vraiment dans le même lieu. Et donc on peut faire des talks, des 2 conférences en fait en parallèle. Moi, pour ma part, je suis surtout allée à des talks, enfin, je suis uniquement d'ailleurs allée à des talks Flutter, parce que c'est plus le sujet qui m'intéresse. Mais en soi, c'est possible de faire les 2. Et donc, du coup, sur cet événement-là qui durait 3 jours, donc il y a environ 2000 participants. Et donc, sur la partie Flutter, on avait 97 speakers pour 88 talks. Donc, ça fait quand même pas mal de choses à voir. Il y avait 4 ou 5 tracks en parallèle sur les 3 jours. Donc, il y a de quoi voir beaucoup de choses avec différents formats. Certains de 3 quarts d'heure et d'autres plutôt de 15 minutes en mode quickie pour voir un petit peu des choses plus rapidement. Du coup, je me présente avant de vous présenter la FlutterCon. Je suis Océane Gillard, je travaille donc chez Zenica. Ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint Zenica, donc je suis dev web full stack à l'origine, dev Flutter depuis 1 an et demi avec Zenica. Après, voilà, je fais un petit peu tout globalement. Et je suis dispo sur LinkedIn, sur GitHub aussi. J'ai quelques projets, et notamment ces slides, mais j'y reviendrai plus tard. La première chose dont je voulais vous parler, du coup, et la première chose que j'ai appris et que je ne connaissais pas à la FlutterCon, c'est GoRouter Builder. Juste encore une fois, à main levée, qui connaît GoRouter? Ok, pareil, à peu près la moitié de la salle. GoRouter Builder, qui connaît? 2 personnes, très bien, c'est bien, on reste sur les mêmes chiffres. Super. Donc, il y a eu quelques présentations, du coup, sur GoRouter Builder à la FlutterCon. Donc, simplement, juste pour refaire le point, je vais faire ici une application hyper basique avec GoRouter, juste pour représenter, du coup, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, GoRouter, c'est un système qui permet d'aller faire du routing en Flutter, donc d'avoir nos pages et dire, OK, bah, pour aller d'une page à une autre, je peux brancher les pages en fait les unes aux autres, avoir notre système de navigation. Donc là, j'ai fait une application vraiment très basique avec une page d'accueil qui présente simplement une tonne de boutons, une centaine de boutons. Et en fait, en cliquant sur un bouton, on peut aller à la page suivante. La page suivante qui est une page de nouveau hyper basique avec simplement une photo, un titre de page qui indiquera le numéro du coup de la page à laquelle on accède. Et ça, du coup, côté GoRouter, ça se représente de cette manière-là, avec une matérielle app.router, puisque j'ai fait une application avec le style matériel, et la liste de routes qui est présentée à l'intérieur. La liste de routes, donc chaque route a un pass, donc un chemin, et un widget qui est représenté, donc qui sont les 2 widgets que j'ai présentés juste avant. Et du coup, côté là sur l'application, donc si je clique sur une route, je peux y accéder. Quand j'appuie sur le bouton retour, je retourne à l'accueil. Une route suivante, je vois les pages, et j'ai également des boutons page suivante, page précédente, pour pouvoir voir un petit peu toutes les pages de mon application. De manière basique, c'est ça. On a également du coup la possibilité de passer des paramètres sur nos routes, ce qui est l'ID que je passe juste là-haut sur la page pour permettre d'afficher du coup le numéro de la page au niveau de l'application et de pouvoir afficher toujours le bon numéro de page. On va voir maintenant comment on peut faire cette application du coup avec GoRouter Builder. GoRouter Builder, c'est une librairie en fait qui s'ajoute au-dessus de GoRouter et qui va permettre de générer le code de GoRouter. Donc le code qu'on vient d'écrire juste là auparavant, il va être généré par GoRouter. Donc pour pouvoir ajouter la librairie, il faut évidemment ajouter GoRouter Builder, mais également BuildRunner, qui va permettre du coup de faire toute cette partie de génération de code. Ces 2 dépendances, du coup, elles sont en dépendance de dev, on les ajoute sur notre projet, et ensuite, du coup, on peut réécrire la partie vraiment routing de l'application. On se retrouve avec une matérielle app qui, du coup, est beaucoup plus légère. On voit qu'on a simplement 2 lignes de code, donc avec le GoRouter
et une variable $uproot, qui est en fait une variable qui est générée par GoRouter via le code généré et qui est disponible, qui est dans le fichier de code généré. Pour pouvoir générer du coup correctement le code, ce qui se passe, c'est qu'on ajoute des annotations du coup sur nos différentes pages. Là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une nouvelle classe que j'ai appelée HomeRoute, qui va étendre GoRouteData, donc qui est l'objet qui est utilisé côté GoRouter Builder pour faire justement tout ce qui est navigation. Je lui donne le pass, donc comme je l'ai passé tout à l'heure sur la Material App. Et ensuite, grâce à cette annotation TypeRoute, on sait qu'on veut construire un widget à ce niveau-là. De la même manière, on a du coup notre seconde page, donc le widget de page, donc avec la photo. On l'ajoute également là, et on a également donc le GoRouteData et le pass qui est ajouté donc de la même manière que tout à l'heure avec le 2.id qui permet de passer en paramètre l'ID. Là, la petite simplicité qui est apportée par GoRouter Builder, c'est de récupérer plus facilement cet ID justement qu'on récupérait tout à l'heure dans le state du GoRouter. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est pas forcément évident de récupérer tous ces éléments-là. Grâce à GoRouter Builder, on peut le récupérer en fait un peu plus facilement en le passant simplement en paramètres, et ensuite le lien est fait tout seul. Et là, du coup, on voit notre application qui marche exactement comme tout à l'heure, qui permet d'aller du coup afficher les pages, on passe à la page suivante, etc. etc. Côté, on gagne aussi une simplicité d'écriture au niveau de nos redirections. La redirection avec GoRouter, on le fait avec un contexte.push pour dire je pousse ma nouvelle route. Là, on peut le faire également avec cet objet GoRouteData qu'on avait, cette classe GoRouteData. Là, par exemple, j'avais mes pages, je les ai appelées page route. Je dis je push la page route, et du coup, en fait, après, lui, il fait sa bidouille tout seul et il sait que c'est la route pass/id qu'on veut pousser. Donc ça apporte une simplicité d'écriture, c'est débattable, ça apporte une simplicité d'écriture parce que voilà, sur des petits projets, c'est quand même assez sympa. Il faut quand même maîtriser un petit peu les annotations dès qu'on va vouloir faire des choses un peu complexes. Il va falloir voir quelles annotations et quels paramètres des annotations permettent de le faire. Ça ne résout pas non plus tous les problèmes et tous les soucis qu'on peut avoir avec GoRouter. Je sais que nous, de notre côté, sur l'application, on avait des soucis avec des widgets qui n'étaient pas des widgets const et qui, du coup, étaient rebuildés dans notre arbre d'application. GoRouter Builder ne résout pas ce problème. J'avais espoir quand j'ai fait la presse. Je me suis dit, allez, ça va résoudre mon problème. C'est pas le cas, c'est pareil, parce que c'est simplement un builder qui se rajoute, donc c'est cool, pas magique non plus. Mais par contre, ça permet d'avoir une simplicité sur une petite application, ça permet de faire son routing hyper facilement et de manière un peu plus sympa. Voilà pour la partie GoRouter. Et donc justement, vu qu'on parlait de fichiers générés, on va parler ici de gestion des fichiers générés. Je me rends compte que j'ai référencé un petit peu les talks dans lesquels j'ai entendu parler des sujets, mais c'est vrai que c'est un peu petit, c'est pas grave. Bref, gestion des fichiers générés. On a vu de quoi un talk d'une personne de Google qui nous a donné des conseils sur la manière dont il fallait gérer les fichiers générés. Je trouvais ça assez intéressant, les conseils qu'elle nous a donnés. Notamment, elle conseillait de ne pas les analyser. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu et qui est fait de toute façon partout, pour la bonne et simple raison qu'un code généré, on pourra de toute façon pas aller le corriger, donc ça sert à rien de l'analyser parce qu'en fait, on va perdre du temps pour pas grand-chose. Ce qu'elle conseillait également, et ça, je trouvais ça assez intéressant et étonnant, c'était de les commiter. Pourquoi elle conseille de les commiter? Parce qu'en fait, ce qu'elle disait, c'est que générer tous ces fichiers-là, ça prend du temps, que ce soit côté développement, que ce soit également côté CI. C'est quelque chose qu'il va falloir faire à chaque fois qu'on va récupérer le projet, à chaque fois qu'on va lancer une pipeline sur la CI, chaque fois qu'il y aura une modif quelque part, on va régénérer ces fichiers-là. Potentiellement, les fichiers, pour autant, ils n'auront pas forcément été modifiés d'une branche à l'autre ou d'une version à l'autre du projet. Parfois, ils vont rester les mêmes pendant 2 semaines, et puis ensuite, seulement, on fera une petite évol dessus. C'est intéressant, du coup, puis on fera une petite évol sur un seul fichier, et pas forcément sur tous. C'est intéressant, du coup, de les commiter pour éviter, pour en fait gagner ce temps côté développement et côté CI, de ne pas se dire, je régénère à chaque fois, et comme ça, au moins, on a tous la même base de code partout. Là encore, c'est pas magique, hein. Si jamais on oublie de générer le fichier, qu'on modifie le fichier source et qu'on oublie de générer le fichier,
bah voilà, va y avoir des soucis, hein. On va aussi avoir potentiellement des conflits du coup sur les fichiers générés. Donc, il faut toujours rester vigilant. Mais par contre, bah, quand on sait que la génération de fichiers prend du temps, ça reste quelque chose d'intéressant, je trouve, à prendre en compte. Nous, c'est quelque chose pour le coup qui nous a beaucoup aidé là sur le projet où je suis. Où, comme vous avez pu le remarquer, on a des outils super sur nos postes qui ralentissent bien tout. La génération de fichiers de code, quand ça prend 1 heure, à un moment, tu es content d'avoir commité ton code, quoi, parce que c'est juste pas possible. L'autre conseil qu'elle donnait, du coup, c'était sur la gestion des dépendances. Donc là encore, elle conseillait de les fixer. Pourquoi? Simplement pour pouvoir mieux gérer en fait les dépendances qu'on apporte dans le projet et éviter en fait d'avoir des soucis de ah bah tiens, ça marche sur ta machine et pas sur la mienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une dépendance mineure qui est montée et qui pose des soucis ou des choses comme ça. Donc fixer les versions de dépendance, ça permet vraiment en fait de maîtriser ce qu'on embarque dans l'application et de savoir vraiment où on en est, et de pas avoir des montées en fait un peu intempestives, des fois qui peuvent entraîner des bugs, des régressions, voire des anomalies bloquantes. Donc elle conseillait ça, et de la même manière, elle rejoint également les guidelines, du coup elle les a rappelés, les guidelines de Flutter, qui étaient de dire on commit le fichier pubspec.log, donc ça c'est vraiment le fichier du coup qui fixe un peu toutes les dépendances qui sont importées dans le projet. On commit du coup le fichier qui est au niveau de l'application, pas forcément celui au niveau des librairies, parce que celui-là, s'il bouge un petit peu, c'est pas si grave. Mais par contre, au niveau de l'application, on fixe vraiment tout, histoire d'avoir bien les mêmes versions partout, en fait, quel que soit le poste. D'autres talks que j'ai vus, et ça, il y en avait beaucoup, c'était sur donc tout ce qui est widget, et tout ce qui est notamment animation de widget. Donc là, j'en cite 3 par exemple, mais il y en a eu vraiment plusieurs autres, et qui étaient assez intéressants. Donc là, je vais juste revenir sur quelques points de certains de ces talks que j'ai vus. Bah après, si vous voulez creuser, il ne faut surtout pas hésiter à aller les regarder. Ceux-là, ils étaient vraiment sympas. Le premier widget du coup d'animation que j'ai redécouvert quelque part, je savais que le Hero existait, mais je ne l'avais jamais vraiment utilisé. Je me suis toujours dit, il faut que je creuse, il faut que je regarde. Je ne l'ai jamais fait. Ça, c'était l'occasion de le redécouvrir. Le Hero Widget, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un widget qui va permettre de faire une animation entre 2 widgets différents qui vont être sur 2 pages différentes, du coup, potentiellement. On va ajouter simplement, c'est quelque chose qui est assez basique, donc on a notre héros, on lui ajoute un tag, il faut qu'il ait le même tag sur la première page et sur la seconde page, et ça va permettre en fait d'avoir une transition qui va se faire. Le widget, on va avoir l'impression qu'il se déplace de la première à la seconde page. Donc c'est une animation qui est vraiment hyper basique à faire. Là, on peut voir, par exemple, je l'ai fait sur le texte, aller à la page 16, qui va... Je ne sais pas si ça se voit bien, parce que je pense que c'est un peu rapide. Hop, je vais essayer de faire attention. On le voit un petit peu. Donc le texte qui s'est déplacé du coup du bouton jusqu'au titre là-haut. Ça se déplace, donc ça fait un petit effet un peu sympa, waouh, de l'animation. C'est également une application, une animation, pardon, j'ai appris, qui est bonne en termes d'accessibilité. Parce que ça permet en fait d'avoir un widget qui reste là et on voit son déplacement. Donc on sait où il est, et potentiellement les utilisateurs sont un petit peu moins perdus en voyant les choses qui bougent beaucoup sur la page. Bah ça, au moins, ça leur donne un point de repère pour savoir ce qu'il en est. Un des deuxièmes widgets que j'ai vu, ça c'était pendant la présentation de matériel. Alors, il est sorti depuis, parce que nous, du coup, la FlutterCon, c'était début juillet. Flutter 3.24 est sorti début août, avec lui le Carousel View. Donc peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Moi, du coup, la FlutterCon, le matériel nous a présenté un petit peu les nouveautés qui arriveraient avec Flutter 3.24, d'où le Carousel View, qui est un widget simplement de carrousel, donc sur lequel on peut aller scroller et avoir différents éléments qui s'ajoutent avec une petite animation. Là, je l'ai fait vraiment hyper basique, hein. J'ai mis des widgets colored box, un texte dessus et basta, et l'animation et tout se fait vraiment toute seule sur le carrousel. Je trouve ça assez cool parce que il n'y avait pas de carrousel en fait au niveau de la communauté, même au niveau de la communauté Flutter. Il n'y en avait pas, il y avait des librairies open source de carousel, mais comme toute librairie open source, potentiellement, si le mainteneur ne la maintient pas forcément à jour, ou il peut y avoir des bugs, des soucis comme ça. Donc là, ça permet d'avoir vraiment un carrousel qui est au moins maintenu, au moins une base de carrousel qui est maintenue par Flutter,
Puis après, voir où ça nous mène. Là, c'est les prémices, mais du coup, on va voir ce qu'on obtient avec ça. Et le dernier talk dont je voulais parler sur ce sujet-là, du coup, c'est une présentation qui a été faite par des personnes de BAMTech, qui est maintenant renommée Theodo Apps. Je l'ai appris également du coup au talk, donc une autre SN qui permet qui est plus sur la partie mobile du coup. Et donc ils nous présentaient donc pas mal de choses en fait sur l'animation et sur les animations de Vue.jet, et ils parlaient du coup de qu'est-ce qu'un minimal viable product. Alors je me rends compte que l'image en fait elle est très, je sais pas. Bon, elle m'a l'air un peu petite, c'est pas grave. Et donc il disait en fait dans un MVP, qu'est-ce qu'il faut avoir? Dans un monde idéal, ce qu'il faudrait, c'est une application pour qu'elle soit utile et prête à partir en prod. Il conseillait d'avoir donc environ 70% de business feature, donc vraiment tout ce qui est feature métier. Également 20% de plus d'user experience. Pensez vraiment à l'expérience utilisateur dans l'application, parce qu'une application qui n'aura pas d'expérience utilisateur ne sera pas utilisée parce qu'ils ne vont pas l'apprécier et parce que ça sera compliqué potentiellement à utiliser. Donc c'est vraiment important de penser à ces choses-là au moment où on fait l'application. Et également, il conseillait d'avoir une dizaine de pourcents de plus, ils ont appelé ça Surface Delight. Donc vraiment, le côté un peu waouh, en fait, avec les animations, justement mettre des animations un petit peu basiques, comme le hero ou comme l'animated container, comme beaucoup de choses qui existent, qui sont assez faciles à mettre en place et qui permettent en fait d'avoir un effet un petit peu sympa sur l'application et qui en fait prennent pas forcément beaucoup plus de temps que de faire un widget basique. On a eu également du coup des présentations, notamment sur la manière dont on pouvait évaluer une application. Ça, c'est quelque chose à laquelle je m'intéresse parce que j'ai une application perso et je me dis j'aimerais bien avoir des retours des utilisateurs, c'est quand même cool. Et je savais pas que ça existait, mais du coup il y a une application, une librairie qui s'appelle In-App Review et qui permet en fait d'aller faire des retours sur l'application, mais vraiment au sein de l'application. En fait, dans l'application, on va déclencher via In-App Review une demande pour mettre un message dans les stores. Tout est fait vraiment au niveau de l'application, donc ça permet à l'utilisateur de ne pas quitter son appli pour aller dans le store, pour aller mettre son commentaire. Donc ça peut un petit peu comme ça faciliter les retours utilisateurs, et je trouvais ça du coup assez chouette comme expérience, puis relativement bien fait. Après, voilà, à voir si ça permet vraiment d'avoir plus de retours, parce que c'est toujours embêtant quand on a des pop-up comme ça qui arrivent, qui disent « Oh, note mon application », alors qu'on n'a pas forcément envie. Mais bon, dans tous les cas, je trouvais le projet assez chouette et que ça valait le coup de le présenter aujourd'hui. Un dernier petit point sur du coup les performances. Là encore, il y a eu plusieurs talks sur plutôt l'outil de débugage côté Flutter. Je trouve plus le nom, le DevTools, voilà. Sur le DevTools notamment, on nous a parlé du coup de Flashlight, qui est l'équivalent de Lighthouse, donc qui va permettre en fait de mesurer les performances d'une application. Et du coup, Lighthouse va fonctionner pour le web, là où Flashlight, ça fonctionne du coup pour les applications mobiles. Ça permet vraiment d'évaluer les performances. Ça tourne, du coup, c'est open source et ça tourne également sur la CI. C'est toujours sympa de vérifier que l'application est performante et fonctionne comme il faut. Côté DevTools, j'ai aussi appris qu'on pouvait du coup créer notre propre outil sur le DevTools avec Flutter Web. Donc on peut en fait aller créer notre propre plugin. Alors ça, je ne vais pas vous le présenter parce que la présentation durait 45 minutes et était assez complexe. Mais en gros, on peut créer quand même notre propre outil et dire qu'on veut que ce soit un plugin DevTools et en fait aller faire plus ou moins ce qu'on veut avec, en fait, parce que c'est un projet Flutter Web et que du coup ça va tourner, ça va s'ajouter au niveau du DevTools et après on va pouvoir comme ça un petit peu mieux monitorer l'application. Donc c'est pour ça que j'ai remis là le nom du talk si ça vous intéresse. Il présente ça très bien. Quelques recommandations du coup pour finir cette présentation. Là, je vous ai montré du coup plusieurs sujets un peu plus en détail, mais pour faire plus rapidement, il y a quelques présentations du coup que j'ai trouvées également très intéressantes. Il y avait celle-ci notamment sur la manière dont on pouvait sauvegarder les données. Alors, c'est before the apps get killed, mais c'est pas vraiment kill dans le sens où on la supprime et on la ferme complètement. C'est plutôt dans le sens où on va, par exemple,
sur notre écran d'accueil, on quitte l'application, puis on revient dessus. En fait, par exemple, on va aller répondre à un message, quelque chose comme ça. Donc dans ce cas-là, par exemple, si on est, mettons, sur une page, sur une application qui a plusieurs pages de formulaire, quelque chose comme ça, première page, je rentre mon nom, prénom, deuxième page, l'adresse, troisième page, le numéro de téléphone, etc. Et en fait, si jamais il n'y a pas de state management vraiment entre ces étapes-là, potentiellement, si on quitte l'appli et qu'on revient, l'état est perdu. En fait, on revient à la première page où on affichait notre nom, prénom. Il y a des solutions du coup pour sauvegarder un petit peu cet état interne qui sont assez faciles à mettre en place et du coup assez chouettes, qui peuvent être testées aussi, ça c'est quand même cool. Il y a une petite ligne de code du coup à rajouter dans les tests pour pouvoir checker ça, et du coup c'est quand même, je trouvais le talk assez intéressant. Un deuxième talk que j'ai trouvé aussi vraiment très intéressant, c'était par des développeurs de Delivery Hero. Delivery Hero, en gros, c'est l'équivalent de Uber Eats, mais aux Émirats Arabes Unis. Donc une application qui brasse des millions de personnes tous les jours. Et du coup, l'équipe de Delivery Hero, il y a quelques années, avait une application, comme beaucoup d'entreprises, une application Android, une application iOS, ont décidé du coup de partir en Flutter. Et en fait, ils nous ont expliqué pendant ce talk un peu tout le processus de migration de, déjà côté développement, aller embarquer en fait un petit peu tous les développeurs pour partir sur Flutter et partir ensemble sur Flutter, la manière également dont ils ont mené cette migration, parce que côté code, en fait, ils n'ont pas dit on brûle les apps natives et on fait tout en Flutter, on repart de zéro en Flutter. Ils ont vraiment fait des ponts en fait entre le natif et Flutter pour leur permettre en fait de faire la migration page par page. Je savais pas que c'était possible, j'ai trouvé ça assez intéressant et vraiment ils présentaient vraiment très bien. J'ai trouvé, donc pareil, si vous avez 3 quarts d'heure à prendre pour regarder ce talk, je vous le conseille. Un autre sujet plutôt fun et marrant, c'est d'autres personnes qui ont fait un distributeur de M&M's avec Flutter. Donc ils nous expliquaient un petit peu là comment ils avaient fait. Donc ils avaient une tablette, un Raspberry Pi, pardon, sur lequel ils ont embarqué du coup une version de Flutter, alors pas la version de base parce qu'il y avait ça peut pas tourner sur un Raspberry Pi, mais ils ont trouvé Flutter Pi, puis ils expliquent ça très bien. En gros, ils avaient un Raspberry Pi, une tablette sur laquelle il y avait un petit jeu qui permettait en fait de commander le distributeur de bonbons. Donc on allait récupérer le bonbon vert, le bonbon bleu, le bonbon rouge. En fonction de ça, c'était les différents distributeurs qui s'activaient. Donc c'était marrant, pareil, ça fonctionnait bien. On a pu tester en fin de talk et avoir des M&M's, donc ça c'était cool. Et ouais, c'était assez marrant à voir. Puis ça fait un projet. Alors ça reste de l'expérimentation et voilà, un truc un peu plus fun. Mais du coup, là, pour le coup, c'est Flutter, mais embarqué sur un Raspberry Pi, c'est aussi quelque chose d'intéressant et qu'on ne voit pas forcément tous les jours. La dernière présentation que j'ai trouvée magnifique, j'ai pas vraiment d'autres mots, c'est d'une personne de Widgetbook qui nous a montré comment faire de l'art en Flutter. Vraiment, c'est le titre de la présentation et c'est... Je sais même pas comment l'expliquer. C'était beau. Non, elle fait beaucoup de choses en fait vraiment très intéressantes. Elle montre, alors elle parle un petit peu de maths aussi, mais même si on comprend pas toutes les maths, elle est capable de reproduire des choses. Par exemple, là, ce qu'elle présente derrière sur la slide, c'est une application Flutter. Il y avait aussi une caméra qui était dans la salle et qui était capable de représenter l'image de la salle, mais juste sous forme de points. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient faites. Ouais, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Et ce talk-là, vraiment, il vaut le coup. Il est vraiment chouette à regarder. Même si techniquement, c'est assez compliqué dans le sens où c'est beaucoup de maths. Mais pour autant, c'est très visuel et très interactif. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment chouette comme présentation. Et je trouve que ça valait vraiment le coup. Voilà pour mes retours. Si vous voulez, du coup, le QR code juste ici, il y a je crois qu'il y a toutes les présentations qui sont dispo maintenant du coup sur le site. Alors ça s'appelle DroidCon parce que ça a lieu en même temps que la FlutterCon. Il y a les présentations de la DroidCon aussi. Et du coup, juste pour faire un point sur les slides, je les ai faites avec FlutterDeck. FlutterDeck, ça permet de faire une appli Flutter pour faire des slides. Et je trouve ça assez chouette. Du coup, ça m'a permis du coup d'embarquer toute la partie sur l'application matérielle, le Hero Container et tout. J'ai pu les faire directement dans ma présentation. C'est cool. Alors, ça permet pas d'envoyer un PDF pour partager les slides,
Mais au moins, ça permet quand même d'avoir une appli Flutter, quoi. Ça, c'est chouette. Bientôt un plugin. Peut-être. Oui, j'ai fini, pardon, merci. Est-ce que vous pouvez le faire passer? Merci pour ta presse. C'est trop cool. Déjà, bravo hein, pour avoir fait ce que je me disais au début, je voyais l'URL, j'ai fait franchement bravo pour faire une app pour la presse. Bon, avec tout ce qui peut se passer. Trop cool. Et j'avais une petite question deux petites questions sur GoRouter. Je connaissais pas, je trouve ça dingue. Je me suis posé la question, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de système de génération de code là-dessus. Et c'était sur la partie, donc tu parlais des arguments avec notamment un identifiant que tu as mis dans l'URL, enfin in fine c'est l'URL, mais où tu prends en paramètre un entier ID. Oui. La question que je me pose, alors déjà ça je trouve ça cool parce que du coup ça veut dire qu'il y a de la du sécurité de typage. Donc ça c'est cool et ce qu'on n'avait pas avec GoRouter, fallait se débrouiller, aller vérifier que c'était bien un entier. Première question, c'est qu'est-ce qui se passe si tu mets pas un entier? Est-ce que tu as un espèce de notation que tu vas rajouter pour dire bah oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'entier? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une excellente question. Je n'ai pas testé. En fait, tu n'as pas le choix parce que en fait, la génération de code va générer directement ta. En fait, tu n'as pas le choix parce qu'en fait, la génération de code va te générer en fait le fait d'appeler la page. Et en fait, forcément, ton argument sera passé à ce moment-là. Et donc, en fait, ça sera typé forcément, vu que tu n'auras pas le choix de passer cet argument. En fait, soit tu le mets en optionnel, et forcément, là, tu peux pas le mettre. Et sinon, en fait, tu es obligé de le mettre parce que ça fait partie du push que tu fais pour aller sur la route. Ouais, c'est la question que je me pose aussi. Je sais pas. Faut tester. J'avais une deuxième question, c'était sur, je sais que GoRouter, on peut du coup concevoir notre enchaînement de pages et on peut du coup refuser de passer d'une page à l'autre, on va dire de manière dégueulasse. En gros, sauter des étapes, c'est normalement pas possible. Enfin, si on utilise le, je sais plus si c'était .go, je crois que c'est .go. C'est pas possible de sauter des pages. Est-ce que là, du coup, avec GoRouter Builder, on a cette même possibilité de pouvoir mettre un embriquement de page et de le respecter surtout? Là encore, je l'ai pas testé. Je suis pas convaincue dans le sens où vraiment GoRouter Builder, c'est juste, ça va te générer ton code par au-dessus de, enfin, ça va te générer ton code via les annotations. Donc, ce que tu peux faire avec GoRouter, tu le fais avec GoRouter Builder. Je suis pas sûre que GoRouter Builder embarque beaucoup plus de choses. Mais là encore, je l'ai pas testé. Hein. Peut-être que c'est possible. Okay. Merci beaucoup, super. De rien. Ouais, merci pour la presse. Moi, j'ai une question d'ordre plutôt général sur justement les routes. C'est un peu pour tout le monde, parce que c'est toujours un peu le même principe. On push des routes, mais à force de pusher des routes et les unes sur les autres, l'appli en mémoire, elle doit exploser, non? Je sais pas. Est-ce qu'à un moment, il y a du nettoyage qui est fait ou comment ça se cache pas si vous posez ce genre de questions, parce que c'est d'accord. Recyclage qui peut être fait si vraiment tu es très très loin dans l'application et que tu utilises plus la page, il peut les virer. Il peut les virer, d'accord. Il fait du nettoyage tout seul, quoi. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'il peut aussi supprimer des routes un peu en background. Certaines que tu n'utilises plus. Ouais, d'accord, ok. Tu as un super article de blog de Didier Bollens, qui est un GDE, enfin un Developer Expert en Belgique, et qui explique ça, c'est Flutter Internews. Ok. Et du coup, il explique vraiment en détail comment fonctionne justement cette phrase. Ok, cool. Dessus, puis il y a le dernier bouquin de Majid, qui est la Flutter à Paris, justement, ouais. Une conférence à Paris. Et il a sorti un bouquin et il faut vraiment dans les détails là-dessus. Ouais. C'est super intéressant. Okay. C'est vraiment. Ah oui, ok, bah, je regarderai. Ouais. Merci. L'article de blog n'est pas long. Franchement. Ok, non, je regarderai. Parce que des fois, peut-être, ça vaut le coup d'avoir une page, mais en fait, avec des états que tu recèles et en fait, tu fais pas des routes. C'est juste une page que tu vas modifier et tu vois, quoi, ça évite d'augmenter un peu la taille de ton app finalement en mémoire parce que au bout d'un moment, surtout sur Android, si elle prend trop de place, globalement en background, il peut te la killer, quoi. Ok. L'autre question que j'avais, pareil d'ordre général, est-ce que bon, c'est le thème un peu en ce moment, c'est l'IA.
Est-ce qu'ils en ont parlé? Les intégrations avec les modèles, des choses comme ça, avec Gemini? Moi, j'en ai pas vu. Non, Non. parce que bon, forcément. C'était la hype l'année dernière. Maintenant, on a tous compris qu'on pouvait l'intégrer. D'accord. On n'en parle plus. Enfin, c'est un truc qu'on a acquis. C'est là, il faut l'utiliser. Et la façon dont on l'intègre à la Google I.O., par exemple, c'était que des talks là-dessus. Ouais, bah, j'imagine. Le retour, c'est bon. On est dev, on sait l'IA, elle est là, on sait comment l'intégrer. L'intégrer l'IA dans une appli, que ce soit Gemini ou n'importe quoi, c'est que des plugins, en fait. Ouais. Enfin, c'est hyper facile. Quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Ouais, non, mais ils auraient pu montrer des use cases ou des choses comme ça, tu vois, parce que forcément, ouais, j'imagine qu'en effet, si tu lis le code ou si tu lis la doc, c'est pas compliqué, surtout que les mecs de Google, quand ils font leur doc, c'est quand même assez straightforward. Mais c'est trouver des cas d'utilisation. Et pour le moment, tout le monde a fait la même chose. Et dans les sélections des talks, souvent, on ne choisit pas ceux qui vont parler d'IA, parce que pour le moment, on est dans de l'intégration. Ouais, Intégrer, c'est comme le machine learning, l'intégrer sur Flutter, sur Android, sur du web, n'importe quoi. C'est la même chose, en fait, c'est juste du front. Donc, l'intérêt, il est inutile. Il faudrait des cas d'utilisation. Ouais. Pour le moment, il n'y en a pas. Après, c'est des choses qui sont hyper gourmandes, donc tu peux pas juste faire de l'intégration comme ça, basiquement. C'est pour ça que je me posais la question. Ouais. Je pense que l'année prochaine, il y aura des choses là-dessus, des cas d'utilisation. Ok. Mais cette année, ça ne m'étonne pas. C'était trop tôt, trop tôt, et puis les gens qui sélectionnent les talks, ils en ont marre de voir juste l'intégration. Il y a eu ça toute l'année dernière, à toutes les sauces. Quoi. Ok, ça marche. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas. À la keynote d'ouverture, c'était un développeur Flutter, un de ceux qui est sur les vidéos qu'on voit souvent qui sont sur le site, qui nous a parlé un petit peu d'IA, mais rapidement, tu vois, c'était la keynote d'ouverture, donc c'était un petit peu voir comment ça marchait, comment s'en servir, mais c'était pas vraiment plus détaillé que ça. Son sujet était intéressant aussi, mais j'ai pas. C'est le seul moment où moi, en tout cas, j'en ai vu. Merci pour ton talk. J'ai une question, mais d'abord, j'aimerais parler de GoRouter. J'ai jamais utilisé GoRouter Builder, mais dans le GoRouter, il y a une méthode qui s'appelle Go. Normalement, j'utilise ça au lieu de push, et justement pour éviter d'avoir. Et je le trouve peut-être assez indépendant. Et ma question, c'est, tu as parlé de widget Hero. Ça, je l'ai découvert grâce à la chaîne YouTube, justement, de Flutter. J'ai bien aimé et récemment, je voulais l'utiliser dans une liste. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'utiliser. Là, par exemple, l'application que j'avais faite donc, avec tous les boutons sur la page d'accueil, c'est une liste view. Donc, oui. C'est une liste view, et donc j'avais mis mon héros du coup sur chacun des boutons en mettant comme tag l'ID du bouton, donc son numéro. Et derrière, du coup, comme ça, sur la seconde page, c'était sur la barre, je remettais cet ID-là. Et le bind, il s'est fait tout seul, j'ai rien eu à faire. Franchement, le code que je vous ai montré, c'est le code que j'ai mis dans l'application, j'ai rien mis de plus. D'accord, donc l'index, c'était l'index des items. Donc. Ok, c'est exactement ce que j'ai fait. Pourtant, je sais pas, lorsque j'appuyais sur les widgets pour ouvrir la page, ça laguait. Je sais pas pourquoi elle faisait ça. Pourtant, même dans le widget de parents et enfants, je mettais l'index. Mais ouais, c'était pour savoir si tu as rencontré le même problème. Ouais, alors j'ai un petit peu menti, c'est pas tout à fait ça que j'ai simplement mis. J'ai eu un souci aussi quand j'ai mis simplement le héros avec le texte. C'est qu'au moment de la transition, le texte passait rouge et ouais, il y avait une espèce de lag, un truc hyper bizarre. Pour corriger ça, je suis allée sur Stack Overflow. Stack Overflow m'a dit, tu mets un widget matériel. Je crois que je lui ai ajouté autour du texte, j'ai mis un widget matériel. J'ai dû lui mettre matériel transparency, quelque chose comme ça en paramètre. Et ça a tout fixé. Des deux côtés, de la première page et de la deuxième page. Et comme ça, ça s'affichera bien. Mais si tu veux, on pourra revoir ensemble. Ça marche, merci.